Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, aujourd'hui on parle des salariés qui ont moins de 35 ans. Quel espace de travail idéal pour les engager ou pour les accueillir? On en parle avec Doriane Bettinger, directrice du pôle People et Transformation chez Parella. Elle est notre invitée. Le livre de Smart Job, L'autruche et le curieux, édition Henrik Édition. On va en parler avec son auteur Fabrice Gatti. Il a un parcours incroyable et ce livre lui-même est incroyable. On fera le point avec lui. C'est un livre holistique. Les managers devraient d'ailleurs lire ce livre. Le cercle RH et le cercle des experts. On va parler des décrets d'application du projet de réforme des retraites. 2 décrets ont été publiés. On reviendra évidemment sur cette manifestation et sur ce mouvement social ou l'unité syndicale qui se brise. Et on parlera des annonces d'Elisabeth Borne en matière de politique familiale. Voilà le programme des experts. Et pour terminer l'émission, Fenêtre sur l'emploi, la qualité de vie au travail, c'est un concept ou une réalité? On va en parler avec Laurent Pietraszewski, ancien ministre en charge justement de la réforme des retraites, aujourd'hui à la tête de Grenelle, un cabinet de stratégie et de management. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, comment accueillir, engager ces salariés jeunes, génération Y, génération Z, on ne sait plus trop. On accueille Doriane Bettinger justement pour en parler. Vous êtes directrice du pôle People et Transformation chez Parella et vous avez sous votre bras, on l'appelle, c'est un observatoire que vous avez créé. C'est un baromètre. Un baromètre. D'abord un petit mot sur Parella parce que ce baromètre, il n'est pas anodin, c'est un enjeu et une relation que vous avez avec vos clients qui vous posent la question. Comment on fait avec les jeunes? Exactement. Donc, ça fait 6 ans qu'on mène un baromètre pour mesurer les tendances, en tout cas le ressenti des dirigeants, mais des salariés sur les modes de travail, le bureau, l'immobilier, parce qu'on est un cabinet de conseil. Et donc, nous, nos clients, se posent des questions. Je reste, je pars, je réaménage, mais surtout, ils ont envie de savoir comment les occupants vont vivre dans ces locaux et est-ce qu'ils vont y venir. D'où l'intérêt d'avoir un peu de données tangibles pour les aider à y répondre. Ce chiffre, 73% des jeunes salariés considèrent les locaux issus évidemment de votre baromètre comme un élément décisif ou important dans le choix d'une entreprise. Ici, sur ce plateau, pendant la crise Covid, beaucoup se posaient des questions. Et on avait même l'impression que les jeunes étaient très cool, ils ne voulaient pas venir au bureau. Mais pas du tout, le baromètre dit exactement l'inverse. Les jeunes ont envie de venir. Ils ont envie de venir au bureau parce que le bureau, c'est le lieu de la sociabilisation. C'est le lieu où ils vont apprendre. Souvent, quand ils sont jeunes, ils sont dans des passades de leur carrière où ils apprennent, ils sont en stage, etc. Et aussi parce qu'ils n'ont pas des conditions de travail chez eux qui leur permettent de travailler efficacement. Donc ils viennent, mais pour autant ils sont très exigeants sur le lieu, sur les conditions de travail, sur tous les services. Voilà, et donc ça en rend un groupe de personnes important. Donc c'est un outil, ce baromètre utile. On va commencer à affiner un tout petit peu, parce qu'on y voit, et ça ce sont des outils que vous apportez à vos clients évidemment, les espaces de travail et les attentes des moins de 35. Oui. 66% veulent une offre de restauration, ça c'est un énorme sujet, et d'ailleurs je pense que ça dépasse largement le cadre des 35. 63% des services de bien-être et de santé mentale. Oui. Extraordinaire. 62% des activités sportives. On imagine des salles de muscu ou éventuellement des moments où on va partir courir. Et 53% une salle de sieste. C'est vrai que quand on parle à des managers qui ont plus de 55 ans, enfin quand ils regardent ce truc, ils se disent mais je ne comprends plus rien. Ça semble dérisoire. Ils se disent pourquoi est-ce qu'ils viennent dans ce cas-là? Est-ce qu'ils viennent pour aller déjeuner? Exactement. Et surtout qu'on voit dans l'étude, et on a fait le parallèle avec ce qu'offrent les dirigeants, et c'est des services qui sont pas tous proposés ou minoritairement dans certains cas, parce qu'on sent qu'il y a un enjeu de mieux qu'à la maison. Je sais que je peux travailler chez moi, j'ai des conditions de travail chez moi. En revanche, si je fais l'effort de me déplacer, j'ai envie que ce soit mieux. Donc je m'attends à un niveau de service de restauration, à ce qu'on m'offre les possibilités de me détendre, de faire du sport. Et donc je suis très exigeant vis-à-vis de ça. Le petit souci, c'est qu'il y a une très forte demande, une très forte aspiration de ces jeunes. Et quand on met en face ce que proposent réellement les dirigeants, c'est là où on voit que Parella a un peu de boulot. Parce qu'une offre de restauration, c'est seulement 28%. Le reste, c'est des tickets à qui on va manger un sandwich dehors d'assez mauvaise qualité, parfois. Des services de bien-être et de santé mentale, 20%. Quasi inexistant. Quasi inexistant, 63% pour la demande. Des activités sportives, 19%.
et une salle de sieste à 13%, ce qui est un chiffre assez intéressant, parce qu'on voit quand même que la salle de sieste, ça progresse. Ça progresse. Qu'est-ce qui se passe là ? Il y a une déphase entre ce qu'attend l'entreprise du salarié et ce que le salarié attend de son entreprise ? Et sachant qu'on est aussi, et c'est ce qu'on vient creuser dans les projets immobiliers, on est face à des attentes qui sont très fortes, mais une liste au Père Noël. C'est-à-dire que le salarié va avoir envie que l'entreprise coche ses cases. Pour autant, souvent, lorsqu'on démarre des aménagements, on leur demande « est-ce que vous les voulez ?» Et question 2, est-ce que vous allez les utiliser ? Oui. Et là, c'est un gadget ou vraiment vous l'utilisez ? Exactement. Et donc la salle de sport, oui, c'est important pour moi qu'elle existe. En revanche, peut-être que personnellement, je ne vais pas l'utiliser. Mais mon entreprise coche toutes ces cases. Et donc là, l'employeur se dit, est-ce que j'investis des mètres carrés, donc des euros, dans des services qui ne seraient pas tout à fait utilisés, d'où le fait d'utiliser des services hybrides et donc des abonnements au sport par ailleurs. Exact. Et les tickets restaurants. Exactement. On dit, après tout, allez déjeuner où vous le souhaitez. La restauration, c'est un enjeu parce que ce n'est pas un petit sujet, la malbouffe chez les jeunes. La façon dont on se nourrit le midi, la façon dont on va même se nourrir le soir ou pas se nourrir, parce qu'on est jeune, c'est un enjeu fort, ça, la restauration. C'est un enjeu très fort parce qu'il y a de l'exigence, il y a un sujet d'inflation aussi. Je ne peux pas me nourrir facilement. Exactement. Et donc, lorsque je viens, je suis assez attentif sur l'offre de restauration. Si j'ai une cantine, à ce que ce soit des prix assez accessibles. Et dans l'offre, on est très challengé sur la diversité du salad bar. C'est vraiment une demande très forte. Et donc, la cantine historique que tout le monde connaissait, c'est vraiment derrière nous. Quasiment fini. Exactement. Un mot quand même sur le flex office, parce que ça avait été un débat lancé dans des colonnes du Monde, parce que certains critiquaient le flex office, certains considéraient que ça ne marcherait pas. Cette génération-là, elle dit quoi par rapport à cette idée qu'on va prendre un bureau, n'importe lequel, en fonction d'un choix sur une appli ? Ça marche ou ça ne marche pas ? C'est une génération qui, à l'école, imaginait arriver dans des bureaux individuels avec une assistante, un bureau en angle. À l'ancienne, quoi. À l'ancienne, et qui s'est retrouvée dans des espaces plutôt ouverts et parfois en flex office. Donc déjà, il y a eu un petit choc. Ils le vivent assez bien parce que souvent, ils ne sont pas là 2 jours par semaine. Donc, quand ils viennent, ils ont envie de croiser du monde. Et donc, la notion de flex office leur permet aussi d'être assis à côté d'un manager, ce qu'ils n'auraient pas eu dans un environnement traditionnel. Et donc, dans leur phase d'apprentissage et au moment de la carrière où ils en sont, ça les aide beaucoup. Alors après, il y a ça reste quand même, les avis divergent quand même beaucoup. On sait que c'est un grand sujet, mais c'est quand même... C'est pas tranché, ce sujet-là. C'est pas tranché, et c'est la majorité des projets immobiliers en ce moment. Alors vous avez vu que le Covid avait remis aussi en question, et vous l'avez forcément vécu, Parella, l'open space. Vous vous souvenez que l'open space était devenu un lieu de contamination, il ne fallait plus l'open space, on mettait des cloisons. Enfin, on en est où sur les open space et sur l'idée qu'on continue à vivre comme ça dans une sorte de collectif où tout le monde est assis dans un espace collectif jusqu'au patron et au manager ? Bien sûr. Le flex office a beaucoup aidé parce qu'il y a une politique de je libère mon poste le soir. Donc si je libère mon poste, je peux le nettoyer. Donc ça a aidé aussi dans les gestes sanitaires. Et l'espace ouvert, nous, on parle plus trop finalement de ces gestes sanitaires. L'espace ouvert sert plutôt à se croiser quand je viens parce que je ne sais plus qui sera là dans la semaine. Donc c'est un sujet que les plus jeunes. Surtout si je viens pour des réunions, je préfère avoir des espaces plus ouverts et plus de salles de réunion parce que je vais venir pour croiser du monde. Il nous reste très peu de temps, mais les temps de transport, on en parle beaucoup. Il y a des études assez impressionnantes sur le volume de transport des Français et pas que des jeunes. Ils sont sensibles plutôt à rester dans Paris, où parfois les sièges sociaux se disent mais nous on va aller à Nanterre, on va partir loin, il y a du terrain, on va pouvoir construire. Ils tranchent sur ces sujets-là aussi, les entreprises ? La localisation, en tout cas, elle est importante. Elle est très importante. Déjà pour un collaborateur, ce sera un des critères de choix dans son choix de choisir une entreprise. Et pour les entreprises, si elles le peuvent, aujourd'hui, on va plus vers une tendance de centralité, de se rapprocher. Clairement. On voit des sociétés de la défense qui reviennent dans Paris, c'est pas anodin. Ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant et on sent qu'il y a quand même une mouvance à la centralisation. Ça redonne le sourire à l'immobilier d'entreprise qui, à Paris, peinait un peu ces dernières années et qui, visiblement, connaît un regain. Merci, Doriane Bettinger, d'être venue nous éclairer. Vous êtes en charge du pôle transformation, transfo, comme on dit, chez Parella. Merci de nous avoir rendu visite. Allez jeter un œil sur ce baromètre, c'est le 6e. Exactement. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page, c'est le cas de le dire. C'est le livre de Smart Job, comme chaque semaine, et on accueille son auteur. On va parler de l'autruche et des curieux. Tiens, qu'est-ce que c'est ? Le livre de Smart Job, comme chaque semaine, son titre, L'autruche et le curieux, titre troublant, déroutant, Éric B. Édition, et son auteur, Fabrice Gatti, est avec nous. Bonjour Fabrice. Bonjour Arnaud. Merci d'être avec nous, parce que ce livre, s'il y a bien un livre à lire, c'est celui-ci. C'est un travail fou que vous avez fait. Juste un mot d'abord sur votre parcours, pour qu'on comprenne bien aussi le fruit de ce travail.
cadre supérieur, dans un secteur génial, le sport automobile et la Formule 1. Tout allait bien. Et puis un jour, Fabrice dit, je renverse la table, j'en ai un peu marre, et je vais faire de la recherche. Je vais essayer de comprendre ce qui se passe, à la fois dans nos têtes et dans nos organisations. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé ? Oui, c'est comme ça que ça s'est passé. En fait, moi, j'avais une équipe qui n'était pas très grosse. J'avais une 40aine de personnes et ça se passait très, très bien. Et on avait beaucoup de performances et beaucoup de plaisir. Et un jour, j'ai lu un livre qui s'appelle « Why We Do What We Do » de Deci et Ryan. Et en lisant ce livre, je me suis dit, mais il y a des gens beaucoup plus intelligents que moi qui ont théorisé ce qui fait que ça marche ou ce qui fait que ça ne marche pas. Et donc, c'est ça que j'ai envie de faire. L'esprit holistique du livre, c'est d'avoir un travail personnel, parce que vous le dites dès le début, vous dites à la fois, c'est une revue scientifique multidisciplinaire, donc vous travaillez sur la psychologie, vous travaillez sur le management, donc c'est un travail de dingue, mais c'est aussi un journal intime. Et puis c'est aussi des pages interactives dans lesquelles les managers, les décideurs, parce que c'est vraiment un livre que doivent lire les CEO, vont lire, et je pense qu'ils doivent s'en imprégner. L'esprit du livre, c'est de vous dire quoi ? Il y a le docteur Ivanov, il y a des petites scénettes, des dialogues qui sont assez incroyables, entre l'autruche et le curieux. Globalement, il y a le curieux, et puis il y a les autruches. C'est qui les autruches ? Les autruches, je crois que c'est le système, c'est les dirigeants, c'est les salariés, c'est un peu tout le monde, parce que on est dans un système, en fait, qui nous dit comment nous comporter. Mais je vais essayer d'être concret, parce que ce livre est tellement riche et qu'en 6 minutes, on ne peut pas le résumer. Vous parlez de jeunes sportifs soumis à une pression terrible, et dans ce rapport au petit chef, donc ça peut être l'entraîneur et ça peut être aussi le manager. Vous dites, dans chaque cas, j'ai pu observer 3 constantes. Une soumission à court terme, dans l'immense majorité des cas, puis un désintérêt grandissant pour l'activité, puis la mise en place de tactiques adaptives pour se soustraire à la pression exercée par le système, et enfin l'abandon de l'activité dès que possible. C'est exactement le sujet dans lequel on est aujourd'hui. Des patrons qui disent « j'arrive plus à recruter » et ceux qui sont chez moi se barrent. En fait, c'est ça l'autruche, c'est qu'on a des pratiques organisationnelles en fait, qui existent depuis le Taylorisme, depuis 1850, qu'on n'a pas remis en cause. Alors que le contexte a évolué, et donc ce contexte est antinomique avec nos besoins fondamentaux d'individus. Donc il y a l'organisation, c'est ce que vous dites, oui, qui est finalement écrase ou est un rouleau, oui, et en face il y a des hommes qui aspirent à autre chose. Et vous, votre livre, c'est d'essayer de nous réconcilier, ces deux systèmes. Oui, et de réconcilier les enjeux stratégiques de l'entreprise, parce que je sais bien qu'une entreprise est faite pour faire du profit. Une organisation, elle doit, si on prend l'école, elle doit apprendre à lire. Un hôpital, il doit soigner. Et les besoins des individus. Si on ne fait pas ça, en fait, on n'arrivera pas à repartir. Et je pense vraiment que le système est à l'agonie aujourd'hui. On le voit avec le nombre de burn-out, de dépression, le nombre de suicides qui augmente. Enfin, c'est assez lourd ce qui se passe en ce moment. Et pourtant, on n'a jamais autant parlé de bien-être au travail, de qualité de vie au travail. On en parlera d'ailleurs dans notre émission tout à l'heure. Une espèce de paradoxe. Les mots cacheraient finalement la réalité ? Oui, il y a un verbiage autour de ça, Arnaud. Et en fait, ce n'est pas un saupoudrage managérial ou éducationnel qui va faire quelque chose. Il faut changer de modèle de pensée, en fait. C'est là-dessus qu'il faut aller. Ça part d'où ? Ça part des décideurs qui disent, de toute façon, si je veux continuer dans 10 ans à créer de la richesse, à embaucher et à faire vivre ma boîte, il faut que je me transforme. Ça part d'eux ? Oui. Ça part du top ? Oui, ça part du top, et ça part, je pense, d'un constat qui est on a tout créé autour d'une vision erronée de la nature humaine. L'homme n'est pas naturellement curieux, donc il a besoin d'être stimulé. Or, en fait, quand on regarde un enfant de 3 ans, il est curieux de tout, mais il perd cette appétence petit à petit au fur et à mesure qu'il rentre dans le système. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a une influence du système sur nos comportements et sur notre bien-être et notre volonté d'apprendre et de nous développer. Je le redis, c'est un livre d'une très grande richesse qui contient aussi de magnifiques réflexions et qui ouvre l'esprit vraiment, avec des références d'auteurs, de spécialistes, de chercheurs. On voit qu'il y a eu un travail véritablement d'universitaire sur ce sujet. Et par ailleurs, vous portez cette méthode CRAFT. Compétences, relations, autonomie, finalité, talent. C'est quoi ? C'est l'outil idéal pour faire cette bascule, pour peut-être nous remettre dans le droit chemin ? Alors, c'est pas un outil. C'est pas un outil, Arnaud, je me permets. Allez-y. C'est une approche et c'est une philosophie. Donc ça part d'un triptyque qui est de dire on ne peut pas décontextualiser les choses. Donc il y a une interdépendance entre le contexte, les dirigeants et les acteurs. Donc on doit changer notre vision sur la nature humaine et adopter une vision positive. L'homme a envie de se développer s'il est mis dans les bonnes conditions. Donc de ne pas être dans le contrôle systématique, mais plutôt dans l'idée je te fais confiance, je t'accompagne et on grandit ensemble. Oui, mais la confiance est un résultat.
C'est pas une injonction. Donc c'est parce qu'on va se comporter d'une certaine façon, c'est parce qu'il va y avoir un contexte que ça va générer de la confiance. Donc j'ai beaucoup utilisé le sport et observé le sport parce qu'en fait, on ne peut pas se permettre d'être médiocre en sport. Le résultat, il est immédiat, on le voit. Donc, vision positive de la nature humaine. 2, sortir du dogmatisme et de la pensée linéaire et déductive et chiffrée. Ça, donc ça, donc ça, pour se dire, en fait, il y a une complexité de la réalité et je suis obligé de l'intégrer. Je ne peux pas faire autrement, sinon c'est une illusion. Et puis 3, c'est ce que je m'appuie beaucoup sur les travaux de François Dupuis, qui est un sociologue des organisations, une connaissance élaborée. Qui fait la préface du livre. Oui, j'ai été très touché, mais c'est d'avoir une connaissance élaborée des situations. Un médecin, un chirurgien, quand il intervient auprès d'un patient, il ne le fait pas sans un diagnostic. Nous, on va tout de suite aux solutions. On dit il faut faire l'agilité, il faut faire le lean, il faut faire... sans savoir si l'organisation peut le faire ou pas. Donc il faut un diagnostic, j'allais dire, dans les entreprises, mais vous allez beaucoup plus loin. Oui. Il faut un diagnostic global. Il faut une prise de conscience globale. Oui. Comment vous faites le Tour de France avec votre livre sous le bras et vous allez voir tous les patrons du CAC, vous allez voir... Non mais comment on fait avant de nous quitter? C'est l'idée. C'est de créer un observatoire de la connaissance où on va dire quelles sont les conditions favorables au développement des individus et une société plus équilibrée. Donc c'est soit on se montre curieux, soit on fait l'autruche et on continue les pratiques organisationnelles depuis 150 ans qui produisent ce que ça produit aujourd'hui. Lisez ce livre, c'est un travail dingue que vous avez fait et qui est finalement aussi le prolongement de votre changement de vie. C'est ce qui conduit et ce qui a construit aussi cette transformation et c'est le fruit de ce changement de vie dans ce livre. Donc il y a beaucoup de choses. L'autruche et les curieux, peut-on reféconder sérieusement la pensée managériale et les organisations? Édition Éric B. Édition. Merci à vous Fabrice Gatti d'être venu nous rendre visite. J'aurais bien aimé rester avec vous plus longtemps et j'en suis désolé. Préface de François Dupuis, ce sociologue que vous citiez. On est bien d'accord, il est bien sociologue? Oui, sociologue des organisations. Des organisations. Merci à vous. Lisez donc ce livre une dernière fois, bon sang. On tourne une page, on fait une courte pause. C'est les experts de Smart Job, évidemment, comme chaque semaine, avec d'un côté les décrets d'application de la réforme des retraites, donnant le sentiment que tout ça est derrière nous. Une manifestation et déjà des divisions dans le front syndical. On va en parler avec mes invités, puis on parlera aussi des annonces d'Elisabeth Borne, c'était à Angers, sur la politique familiale, les places en crèche. Mais on fait comment avec une pénurie de main-d'œuvre aussi importante dans les métiers de la petite enfance? On en parle avec nos experts, c'est juste après la pause, et je les accueille. Le cercle RH et les experts de Smart Job, 3 sujets importants évidemment. Les retraites, sujet à 2 têtes, parce que d'un côté, les décrets d'application, en tout cas une partie des décrets ont été publiés au journal officiel. C'est le passage de 62 à 64 et 3 mois. Et puis, j'allais dire, simultanément, il y a eu ce mouvement social. En tout cas, cette dernière manifestation, baroud d'honneur pour la CFDT. Il faut continuer, dit la CGT. Déjà une petite fissure du mouvement syndical autour de cette question. Puis on va parler de la politique familiale, ça c'est un sujet important et européen d'Elisabeth Borne. On va augmenter le nombre de places de crèche alors que Pôle emploi indique que les métiers de la petite enfance sont un des métiers les plus pénuriques. Comment faire, évidemment. Et puis on parlera de la réindustrialisation parce que je sais que ça tient à cœur à mes invités qui sont sur le plateau. Pascale Johannin, ravi de vous accueillir. Bonjour Arnaud. Directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Et vous avez virtuellement sous le bras le rapport Schuman 2023. Il est virtuel. Non, vous l'avez. Je l'ai, mais bien sûr, je l'ai. Il est là, il est près de moi, il est toujours avec moi. Merci d'être là. Alban Saint-Joigny, ravi de vous accueillir. Consultant Backbone Consulting. Alors, évidemment, vous venez toujours avec comme ça le thermomètre numérique du rapport des Français à tous les sujets dont on va parler. Merci d'être là. Et Jean-Christophe Sibéras. Bonjour Jean-Christophe, CEO et cofondateur de New Bridges. Et puis, vous avez été par ailleurs dans vos autres vies DRH d'entreprises privées et publiques. Merci d'être avec nous. Les décrets d'application sont sortis en partie. Juste d'abord, l'opinion sur les retraites. Comme ça, on va pouvoir faire un sujet global. Pour eux, c'est derrière. On prépare les vacances. Ou pour eux, c'est encore un sujet d'actualité? Alors, il faut savoir que les Français n'acceptent pas vraiment de tourner la page, même s'ils ne se mobilisent plus. On l'a vu hier, c'était la journée avec la mobilisation la plus basse. Mais 58% des Français continuent de soutenir le mouvement contre celle-ci. Ça reste aussi toujours le sujet de conversation en ligne numéro 1. Il y a plus de 500 000 messages depuis une semaine, ce qui montre que la colère est toujours là. Elle pas baisse dans la rue, mais sur les réseaux. Légèrement, bien sûr, il y a une foultitude de commentaires négatifs à charge contre le gouvernement. Donc il y a une atténuation, mais le cœur de la retraite, c'est 64 ans. Et 3 mois.
Et 3 mois, je le dis parce que le décret d'application le précise bien. Détail qui a son importance. Pour ceux qui sont nés à partir de, sans dire de bêtises, septembre 1968, 61, 68. On est bien d'accord, Jean-Christophe Sibéras. Oui, puisque c'est quand même une application progressive. On y va. Ça démarra au 61. Voilà, 62 ans et 3 mois, 62 ans, etc. Jusque ça va mettre quand même quelques années avant d'arriver au terme de ça. De ce duel. Parce que ça a été un duel pendant 5 mois, gouvernement contre mouvement social et français en partie, puisque l'opinion est toujours défavorable. Est-ce que le gouvernement dit là ce soir, bon bah ça va, voilà, on a passé l'étape des retraites? Est-ce que le gouvernement peut se dire ça? Est-ce que le président de la République peut se dire ça? Alors, ce qui est frappant, c'est qu'ils disent pas, ils évitent de s'exprimer, surtout de manière trop conflictuelle, etc., parce qu'ils savent que les blessures sont encore à vif. Finalement, est à vif. Donc, ils sont plutôt en train d'essayer de dérouler d'autres sujets, d'installer dans le paysage, dans l'incarnation, dans tous ces déplacements, dans toutes ces visites, d'autres thématiques. Et on a eu le D-Day, on s'est dit, bon voilà, on refocus. On en a, là, les 1000 ans du Mont-Saint-Michel, c'est-à-dire l'histoire de la France, éternelle. La fierté, donc là c'est l'émotion, pour essayer effectivement de déplacer le terrain. Ce qui me frappe le plus après, dans cette opposition, c'est que même les gens qui étaient finalement pas si contre que ça, qu'il fallait faire quelque chose. Les modérés. Ils disent, mais comment a-t-on pu se débrouiller si mal et arriver à ça? Même sur le fond, ils sont pas contre, ok. Mais formellement, ils se disent sur la forme, c'est quoi ce bazar et ces dégâts? Et effectivement, ils se disent, qu'est-ce qui va maintenant se passer? Par exemple, cette intersyndicale qui dit, nous on continue à travailler ensemble. Il y a des gens qui se disent, y compris dans les boîtes, qu'est-ce qui va se passer, y compris dans les entreprises, sur ces intersyndicales. Donc ça soulève plein de questions sur ce qui va se passer ensuite. Pascal Joannin, vous avez des sujets qui vous sont chers, la politique familiale et la réindustrialisation, mais d'un petit mot, parce que l'Allemagne, qui est souvent citée en modèle dans un dialogue social très apaisé, dans des négociations structurées, en France, l'unité syndicale a duré. J'ai envie de dire qu'elle est terminée. Le match pour les retraites est en train de se terminer, qu'on le veuille ou non. Il ne faut pas mentir aux Français, dit Laurent Berger. Puis de l'autre côté, on a Sophie Binet pour la CGT qui dit mais c'est le gouvernement qui refuse de négocier sérieusement avec les organisations, mais son agenda gouvernemental et patronal régressif, on n'en veut pas, donc elle continue d'une certaine manière le combat. Ça vous inspire quoi, vous qui avez finalement un regard très européen sur tous ces sujets? Alors, en Europe, on est content que la réforme des retraites ait été votée parce que la France est attendue sur les réformes. Alors la réforme des retraites n'est qu'une des réformes qu'on doit faire. Et oui, parce qu'on a quand même des comptes qui ne sont pas à l'équilibre. Et nos amis européens, notamment du Nord et allemands, se disent, mais bon, on est ensemble dans un même bateau, on a la même monnaie, on a les mêmes règles, puisque c'est un marché unique, etc. Donc, tous les pays ont fait des efforts. Alors, je rappelle que sur la retraite, on ne va pas se mentir, la France était le dernier wagon, où, en effet, tous les autres pays sont passés au niveau de l'âge à une limite qui est bien supérieure aux 64 ans et 3 mois aujourd'hui. Donc même ça, on n'a pas été capable d'aller jusqu'aux 65 ans qui sont à peu près la norme. Jean-Christophe dit que c'est la méthode qui a péché. Voilà. Non, mais la méthode. Ah oui. Mais la méthode. Mais en Europe, on juge pas la méthode, on juge le résultat. Les résultats. Donc le résultat, c'est cette première réforme et j'allais dire va passer. Vous nous rassurez, Pascal. Et donc. Mais on va être attendu au tournant sur d'autres choses, puisqu'on a la dette publique, on a un certain nombre de comptes publics à mettre en avant. Donc, ce petit passage que nous avons fait, cette première réforme, n'est qu'une de celles qu'on attend au niveau européen. Un mot, parce qu'après, vous n'aurez plus beaucoup de temps pour parler d'autres sujets, je sais qu'ils vous tiennent très à cœur, et sur les sujets européens et industriels, Pascal a des choses à nous dire, mais vous vouliez réagir sur quoi? Sur la dette et sur tout ce qui nous attendait. Exactement. Le plus dur reste à venir, quoi. Sur la dette publique, et notamment avec la note de Standard & Poor's, qui n'a pas vu la dégradation attendue, mais il y a eu énormément de lobbying de la part du gouvernement pour justement infléchir cette décision, mais justement, on a sorti un sondage la semaine dernière, Backbone Odoxa, sur ce que pensent et les craintes des Français sur la dette publique, et ils sont 52% à penser qu'il faut arrêter le déficit public au risque de ralentir l'économie. Donc avec des mesures fortes, comment est-ce qu'on fait pour réduire la dette publique? On la voit venir à la réforme, quand même. Exactement, mais ils sont 53% à vouloir diminuer, les Français, diminuer le nombre de fonctionnaires.
Et ils sont 60% à vouloir réduire les aides sociales. C'est le fameux combat de Gabriel Attal pour la fraude sociale qui a d'ailleurs très bien imprimé dans l'opinion. Ça, c'est aussi un nouveau marqueur. Ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est ces sujets marqueurs. C'était un des sujets marqueurs en disant, attendez, fraude sociale, on va régler tout cela. Un dernier mot, parce que ça, c'est un sujet fondamental. Pascal nous dit, bon, les retraites, c'est à peu près fait, on va dire, en tout cas vu des Européens. Puis il reste encore plein de choses. Les grandes réformes qu'on évoque, réduire le nombre de fonctionnaires, enfin, ça fait exploser 5 républiques, ça. On est un des pays où le poids de la fonction publique, enfin des fonctions publiques, l'État, les collectivités locales, les hôpitaux, est très élevé. Enfin, la proportion, un peu plus de 5 millions par rapport à 23 ou 24 millions d'actifs dans le privé. Donc le poids de la fonction publique est très important. Effectivement, ce qui caractérise le statut des fonctionnaires, je l'ai été d'ailleurs, c'est effectivement le statut est extrêmement rigide. Là, pour le coup, quand on veut faire des réformes dans le public, il y a une rigidité institutionnelle. Et effectivement, objectivement, ça, c'est une des choses sur lesquelles Emmanuel Macron, qui pourtant est plutôt remarquable dans le genre, je dis que je vais faire quelque chose, je le fais. Le réformateur. Il y a un domaine où effectivement on peut dire qu'il n'a rien fait, mais rien. C'est la fonction publique. La fonction publique. Avec une négo sur les salaires. D'évolution dès 2017. Oui. Et effectivement, c'est assez troublant et c'est probablement une. Et là, on se dit, même lui, il n'y arrive pas. Donc, on se dit, qui pourrait faire quelque chose, voilà. C'était encore au XXe siècle, enfin, début XXIe, Nicolas Sarkozy, sur la réduction du millefeuille. Rappelez-vous, ça a provoqué un millefeuille en plus, une étape en plus avec les métropoles. Il voulait supprimer les départements, on a gagné les métropoles. Donc, on n'a pas réussi notre coup. Tournons la page des retraites. Je sais qu'on va en reparler puisque les décrets sortent peu à peu et que peut-être la bataille se fera sur les réseaux sociaux et dans les urnes, puisque les Français, évidemment, vont devoir voter aux européennes, il faut le préciser. Un mot sur Elisabeth Borne à Angers qui lance un très grand programme, là aussi c'est un marqueur intéressant, la politique familiale française, 200 000 places d'ici 2030. Tiens, je donne la parole à Pascal, parce qu'on cite, alors cette fois-ci en contre-modèle, le modèle familial allemand. Qui accompagne très peu les femmes. Beaucoup de femmes restent à la maison pour garder leurs enfants. On a une politique familiale en France qui est un modèle. Oui, alors c'est très important cette annonce sur la petite enfance parce que on voit dans la corrélation entre la démographie et ce qui aide les femmes quand elles ont des enfants. En France, on a un système que toutes les Européennes envient, c'est-à-dire que vous avez en effet des systèmes de garde d'enfants, pas forcément privés, publics, et donc vous pouvez avoir une famille et retourner au travail pour les femmes. C'est l'objectif. Alors qu'en Allemagne, dès que vous êtes, ou dans d'autres pays, mais en Allemagne notamment, le taux démographique est beaucoup plus faible, on est quasiment à 1,3, et donc, alors que nous sommes à 1,8, je rappelle que le renouvellement c'est 2,1. Donc, on est tous les deux en dessous. On est tout en dessous, mais on est quand même mieux. Et donc, tout ça, ça contribue à, en effet, en Allemagne, donc il n'y a pas d'aide. Donc en effet, les femmes qui se retrouvent soit en finance, soit restent à la maison. Soit elles restent à la maison, elles abandonnent leur travail, etc. Donc en effet, il y a des projets européens pour justement développer ces systèmes de garde à partir de 3 ans ou 6 ans dans tous les pays européens qui n'en sont pas dotés. Et on voit donc que ça fait un peu tache d'huile, justement pour essayer que cette démographie européenne reparte un peu à la hausse, parce que nous sommes un continent qui vieillit et qui ne se renouvelle pas. Côté backbone, c'est un sujet là vraiment important, au-delà de la prégnance des retraites et de tout ce que vous avez lu, la politique de la petite enfance, 100 000 places d'accueil supplémentaires pour les jeunes enfants d'ici à 2027, avec l'objectif d'aboutir à 200 000 places en 2030. Ça réagit comment ? Parce que la réalité des Français aujourd'hui, c'est que souvent ils ne trouvent pas de place en crèche, mais que la réalité, c'est que les crèches ne trouvent pas de salariés non plus pour travailler dedans. Ouais, c'est ça l'enjeu. Exactement. Et alors il faut savoir que c'est un sujet qui est très sensible dans l'opinion, celui de la petite enfance. C'est un secteur qui est en crise globalement. Et d'ailleurs, on voit qu'il suffit de regarder les vidéos de témoignages des parents sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook qui expriment tout leur désarroi face à ces maltraitances, leurs enfants malmenés. Il suffit de regarder le réseau de crèches People and Baby. Regardez, il y a une crise par mois. Chaque fois, des enfants molestés, avec maltraités. Des drames qui vont jusqu'à la mort. Faut quand même préciser qu'un enfant est mort. Absolument, et ce qui rend en fait l'émotion très vive. Quand on touche aux enfants, c'est touché presque au sacré. Et la qualité du service. Tout à fait. C'est ça. Et pour continuer là-dessus, il y a aussi même l'image du métier qui est totalement dévalorisée, sous-considérée. Il faut redonner ses lettres de noblesse. J'ai une amie qui a ouvert une crèche dans le 20e arrondissement. Il me dit impossible de trouver du personnel qualifié.
Jean-Christophe, là je m'adresse à l'ancien DRH et qui a quand même un regard précis. C'est quand même un grand écart. Là aussi, c'est un marqueur de communication. On parle d'un sujet en annonçant 200 000 places pour dire aux parents, regardez, on s'occupe de ce sujet. Mais la Première ministre sait très bien que dans le top 10 des emplois les plus pénuriques, il y a en 3e position les métiers de la petite enfance. Oui. C'est injouable. Juste pour dire quand même que, c'est un domaine où la France est très bonne. Et depuis longtemps. Et grâce à ça, il s'est passé 2 choses en France. Le doublement du taux d'emploi en féminin en 40 ans. Donc l'égalité homme-femme, c'est aussi de permettre des femmes de travailler et d'être autonomes. Et la deuxième chose, vous l'avez très bien dit, c'est les femmes font plus d'enfants qu'ailleurs, même si ça a un peu baissé depuis 3-4 ans. Donc au fond... Il y a une politique familiale dynamique. Il y avait un ministre du Travail qui avait dit à Michel Sapin, qui le rencontrait, il dit « Oh, la France, vous êtes un pays formidable ». Alors quand un ministre français arrive à Berlin, on lui dit « un pays formidable ». Il dit vous êtes... Alors là, il s'est dit qu'est-ce qui se passe? Et il dit en France, les femmes travaillent et font des enfants, les deux, en même temps. Quel bonheur. Parfois, on oppose la natalité et le travail. Donc, vous cochez parfaitement les cases, et c'est vrai que c'est plutôt une réussite française. Là, effectivement, il se trouve que j'ai un petit mandat d'élu local, je m'occupe en particulier des RH dans ma commune. Effectivement, on a 8 crèches. Le tropisme. On a 8 crèches, et effectivement, les pénuries de recrutement. Vous aussi. Des assistantes maternelles. Mais il faut les payer plus, Jean-Christophe Sibéras. Puéricultrices. Alors, revenons à la fonction publique. Nous avons 8 crèches, fonction publique territoriale. Bon, je ne peux pas les payer plus que la grille salariale de la fonction publique. Et comme dans ma petite commune, nous sommes près de Paris, et Paris a un statut spécial, et c'est mieux payé parce qu'ils ont un statut spécial, mais la petite commune qui est en concurrence, donc on a un mal de chien. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a fait plusieurs choses. D'abord, on a recruté des jeunes apprentis, parce que l'apprentissage des jeunes, dans ce métier comme d'autres, c'est quand même le sourcing par l'apprentissage. Deuxièmement, on essaye de donner aussi quelques avantages non grilles indiciaires. En prime? Non, par exemple, on nous a un peu grondé, d'ailleurs je me suis dit, comme dommage, on s'est dit, on peut vous donner une voiture de fonction. Puisque c'est pas la grille. Bon, après la Chambre régionale des comptes nous dit une directrice de crèche, elle n'a pas besoin de voiture. Je dis oui, pour venir au travail. Voilà, mais et donc il faut quand même. On parlait de la réforme de la fonction publique. Si on veut aussi c'est un sujet, que le secteur public s'améliore, et le secteur public est très présent dans ce domaine, eh bien il faut aussi assouplir un certain nombre de règles si on veut tirer des jeunes. 1 minute chacun, parce que sinon notre dernier invité n'aura plus le temps pour s'exprimer. Il faut partager ce temps. ST Microelectronics. 2,9 milliards d'euros dans une usine accro. On a beaucoup parlé de l'usine des batteries qui est sortie là, et dont les salariés vont rentrer prochainement après formation. Là, c'est les fameux semi-conducteurs dont on nous a beaucoup parlé pendant la crise Covid puis la crise ukrainienne. C'est un projet européen, enfin c'est ST Microelectronics, c'est en France, mais c'est une dynamique européenne, ça. Mais c'est une dynamique européenne parce que l'Europe a décidé de réduire ses dépendances. Oui. On l'avait vu avec la crise du Covid, on le voit maintenant avec l'Ukraine, donc c'est une indépendance énergétique, une indépendance industrielle. Et on a trop désindustrialisé partout en Europe, et principalement en France, plus qu'en Allemagne et qu'en Italie. Et donc on voit bien que tous les pays sont un peu en concurrence, et on est en concurrence avec qui? Avec les Chinois ou avec les Américains. Quand on regarde ce que font les Américains, ils aident leurs entreprises à investir, etc. Donc, quel paradoxe, il n'y a aucune raison que l'Europe et la France en Europe ne fassent pas la même chose pour attirer des champions, pour permettre en effet de créer des emplois dans des secteurs d'avenir, et qui réduiront en effet les dépendances vis-à-vis de nos compétiteurs internationaux. Les États membres et l'UE, le 18 avril dernier, ont revu les règles de subventions publiques au secteur pour éclairer les aides d'État, ce qu'on appelle les aides d'État. C'est-à-dire, on avait des règles, on les a assouplies pour justement permettre à l'économie européenne de pouvoir relever les défis qui sont ceux qui sont du monde international. Patriot Act européen en quelque sorte, parce que c'est de ça un peu dont il est question. Qu'est-ce que disent? Est-ce que les Français sont sensibles, enfin, en tout cas l'opinion est sensible à ces sujets, ou est-ce qu'elle est très, très, très micro vie quotidienne, ou est-ce que ce sujet de la réindustrialisation les interpelle? Ouais, c'est sûr que ça les interpelle, puisqu'on parle là de la souveraineté économique française, de la souveraineté industrielle, on parle de la création d'emplois. Ce qui est intéressant, c'est que même si l'annonce est passée de manière un peu inaperçue, puisque l'œil médiatique était plutôt focalisé sur les retraites hier, j'ai relevé quand même plusieurs commentaires négatifs, à la marge, certes, mais du type quel pillage, les tâches lesquelles l'État lâche 2,9 milliards pour implanter une usine de semi-conducteurs, cadeau offert à ST Microelectronics, soit plus qu'un
un quart du fameux déficit des retraités de 11 milliards, ce qui vient illustrer aussi l'esprit de contradiction français, c'est à la fois de critiquer, de dire là, il faut de l'argent. On veut des emplois chez nous. Ça rejoint un peu l'idée de la dette publique, c'est la fin de l'argent magique. En fait, les Français ne veulent plus de cet argent magique. En même temps, on a été un peu dupé pendant le Covid, puisque l'argent magique a quand même coulé à flot pendant le Covid. Il dit ça, mais si en effet l'investisseur va de l'autre côté du Rhin ou d'un autre côté, ils vont se dire mais pourquoi on l'a pas fait nous? Donc exactement, c'est l'esprit de contradiction. Une schizophrénie en disant on veut français, pas ça, mais ils sont bien contents de les avoir chez nous plutôt que chez le voisin. Merci à vous trois. Merci à vous Pascal Joannin. Diversification et sécurité des approvisionnements. C'est vous qui aurez eu le dernier mot, Pascal Joannin, directrice générale de la Fondation Robert Schuman, avec le rapport Schuman 2023. Aux éditions Maribé. Aux éditions Maribé, qu'on n'oublie pas, qui est un document essentiel. Alban Saint-Joigny, consultant Backbone Consulting, avec tout ce travail pour observer l'opinion. Merci d'être venu, Jean-Christophe Sibéras. Merci à vous, élu local, puisque vous l'avez dit, SEO de New Bridges. Merci à vous. On termine avec Fenêtre sur l'emploi, avec la chronique de Laurent Pietraszewski, justement sur la qualité de vie au travail. Comment ça se passe exactement? On en parle avec lui. Notre rubrique Fenêtre sur l'emploi avec Laurent Pietraszewski, comme chaque mois. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, Laurent. Vous avez votre cabinet de consultant Grenelle et vous êtes ancien ministre. Vous avez été en charge de la réforme des retraites, mais aussi de la santé au travail. C'est important d'en parler. Et aujourd'hui, focus avec vous, c'est très intéressant, sur la qualité de vie au travail. On est bien d'accord, mais vous avez envie d'aller un peu plus loin. Est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine de ce qu'on appelle la QVCT? Parce qu'il faudrait que nous décrypter les acronymes. C'est vrai, vous avez raison, les choses ont bougé, Arnaud. On est passé de la QVT, de la qualité de vie au travail, à la qualité de vie et les conditions de travail. C'est pour ça qu'on a sauté. Alors, oui, j'y suis un peu responsable, mais on va d'abord renvoyer cette belle responsabilité aux partenaires sociaux, parce que sur le fond, l'histoire, c'est celle du dialogue social dans notre pays autour des conditions de travail. On a, si on regarde ce sujet de la QVT. On a un accord national interpro qui date de 2013, qui pose d'ailleurs tous les fondements de la qualité de vie au travail et qui d'ailleurs va très largement inspirer la qualité de vie des conditions de travail qui, elle, est arrivée dans un deuxième temps. C'est l'ANI de 2020, celui qui est plus connu sur le thème de la santé au travail. Mais nous avons bien une évolution qui est due au dialogue social. Cette nouvelle qualité de vie des conditions de travail, elle repose sur 6 dimensions. Ce qui donne plus de force, plus d'ampleur à ce concept. Mais je sais que vous n'aimez pas ce mot. Ce n'est pas un concept, c'est une réalité. Oui, c'est une réalité. Et puis sur le fond, l'évolution de la QVT vers la QVCT, ce n'est pas que le dialogue social, ce n'est pas que la loi, ce n'est pas que le Code du travail. Même si d'ailleurs, je le précise, il y a une obligation de négocier sur la qualité de vie et des conditions de travail. C'est d'abord une réalité pour à la fois les salariés et les employeurs. Je regardais d'ailleurs une étude assez récente de Malakoff-Médéric de 2022 sur l'engagement des salariés, qui rappelait que les conditions de travail, c'est le deuxième critère le plus important pour les salariés pour qu'ils s'engagent dans l'entreprise. Les 6 critères, c'est quoi? Parce que il y a le dialogue professionnel, le dialogue social, vous l'évoquez, et il est le fruit d'ailleurs d'un dialogue, mais il y a la santé, les compétences, le parcours. C'est très riche en fait ce concept-là. C'est vrai. Et d'ailleurs, c'est un peu le risque, c'est pour ça que vous avez utilisé concept, et puis pas tout à fait tort. Le risque, c'est que ça a été... Très large. Oui, très large, et peut-être trop large. C'est pour ça qu'il fallait rajouter le C de conditions de travail. Parce que quand on regarde le sujet à l'origine sur 2013, on s'intéresse à l'ambiance, à la culture d'entreprise, à l'intérêt au travail, aux conditions de travail, mais aussi au sentiment d'implication, au degré d'autonomie et de responsabilité, à l'égalité professionnelle, au droit à l'erreur, à la reconnaissance du travail réalisé. Alors effectivement, là-dedans, Arnaud, vous avez raison, les employeurs, les partenaires sociaux en général, dans les entreprises et dans les branches, ont parfois choisi d'attraper plutôt une partie qu'une autre. Et pas d'embrasser l'ensemble. Oui, et puis le risque, on l'a vu, c'est de travailler plutôt sur l'ambiance de travail. Ça c'est facile. Je ne sais pas si c'est relativement plus facile. On va prendre un exemple. Si vous êtes dans une entreprise et que vous décidez que vous allez fêter, et c'est vachement bien, les anniversaires de tous les collaborateurs,
meilleur. Et qu'en plus, pour ceux pour qui ça tombe sur des chiffres ronds, vous faites un petit pot. Bon, c'est sympa, hein, c'est vrai que c'est sympa. Et un petit cadeau au passage. Voilà, et peut-être, c'est super. Mais très franchement, on ne peut pas dire que c'est un élément significatif de l'amélioration des conditions de travail. Au mieux, vous avez travaillé l'environnement. Mais vous qui portez ce sujet et qui l'avez finalement porté sur le plan, j'allais dire, politique, la QVTC ou la QVCT, vous voyez, quand on a des DRH sur ce plateau, ils continuent à nous parler de QVT. Oui, parce que c'est pas encore rentré dans le vocabulaire, et donc si c'est pas rentré dans le vocabulaire, c'est pas rentré dans leurs habitudes. Sans doute d'ailleurs, parce qu'on n'a pas beaucoup d'accords sur la QVCT, puisque c'est nouveau, c'est rentré en tant que tel dans le Code du travail fin mars 2022. Donc c'est jeune. Oui, c'est vrai que c'est jeune cette notion-là. Je vous prends un exemple d'un endroit où ça marche bien. Je regardais pour partager avec vous lors de cette émission l'accord qui a été passé sur la QVCT chez Ramsay. Ramsay est une entreprise qui, on le sait, ce sont des professionnels de santé regroupés dans des cliniques, et ils sont sur un marché de l'emploi qui est particulièrement tendu, parce que trouver des professionnels de santé, c'est pas facile. Qu'est-ce qu'ils ont mis sur la table avec les partenaires sociaux? Ils se sont dit, mais si on veut arriver à capter des talents professionnels de santé, ou si on veut les garder, il faut que les conditions de travail soient bonnes. Et il faut surtout qu'elles s'améliorent. Et pour faire une bonne QVCT, si on veut la recette, il faut certes l'engagement des employeurs, l'engagement des organisations syndicales, des représentants des salariés, mais aussi et surtout l'engagement des salariés. Et chez Ramsay, ils appuient leur politique, leur stratégie, leur plan d'action sur les remontées des salariés. Et ils ont lié... Ça part du bas. Voilà, ils ont lié le niveau de satisfaction. Vous savez, ils ont des enquêtes qui mesurent le niveau de satisfaction. Le thermomètre. Voilà, le thermomètre. Eh bien, ils sont allés identifier avec le niveau de satisfaction... Et on bâtit collectivement, finalement, la stratégie. Exactement, les éléments d'insatisfaction. Très souvent, dans les entreprises, on se fait plaisir avec le niveau de satisfaction. Alors, on n'a pas trop envie de demander c'est plutôt pourquoi... l'insatisfaction, il faut aller voir. Eh bien, c'est l'insatisfaction, et surtout, pourquoi vous êtes insatisfait? Parce que quand vous analysez ça, vous êtes à même d'écrire vos plans d'action. Juste un tout dernier mot, parce que celui-ci est intéressant, c'est l'absentéisme. Vous évoquiez évidemment les dégâts aussi que peuvent provoquer les organisations, et on l'évoque souvent sur ce plateau, mais c'est aussi la QVCT, un outil pour réduire l'absentéisme. Ça, c'est un sujet important. C'est vrai, vous avez raison, c'est efficace. C'est à la fois efficace sur la mobilisation, l'engagement des salariés, on vient de le voir, mais c'est du coup presque une des conséquences aussi du quotidien, efficace sur l'absentéisme, parce que sur le fond, quand vous vous sentez concerné par votre environnement de travail, mais aussi quand vous ressentez que votre environnement de travail, vos managers, sur le fond, la façon dont on vous prend en compte à titre individuel comme dans le boulot, on vous tient en compte, on prend en compte vos attentes, et bien ça fonctionne et vous êtes fatalement moins absent. Donc de la reconnaissance, de l'intérêt pour le travail du collaborateur, et les choses iront bien. C'est un des éléments qui permet, bien sûr, alors ça paraît simple, et pardon pour ceux qui nous regardent et qui se disent oui, il a dû oublier le moment où il était DRH dans un hypermarché, mais en vérité, vous flagellez vous-même. Mais c'est un bon levier, c'est ce que j'explique tous les jours quand je suis interpellé par des dirigeants, des DRH, c'est ce que j'explique toujours, c'est un bon levier et ça fonctionne. Examen de conscience, c'est intéressant aussi parce que dans votre parcours de vie, vous avez été effectivement au sein d'un grand service DRH, d'une très grande entreprise. Merci Laurent Pietraszewski d'être venu nous éclairer sur ce concept, parce que les DRH, maintenant je vais les challenger sur le plateau, c'est QVCT, on dit plus QVT. Merci de nous avoir éclairé, Laurent Pietraszewski, à la tête d'un cabinet de conseil Grenelle. Merci à vous, merci de votre fidélité, c'est un vrai plaisir de partager cette émission comme chaque jour. Merci à toute l'équipe, Raphaël à la réalisation, merci à Alexis au son, et merci à l'équipe de programmation, bien sûr Nicolas Juchat et Alexis que je salue. Merci à vous et je vous dis à demain. Bye bye.